Bienvenue, Doc Seb. Bienvenue Christy et merci pour ton invitation. Avec plaisir, bien sûr, et tu le sais. Alors, on parle de jalousie aujourd'hui. Et la jalousie est un sentiment à la fois dangereux et destructeur et qui peut bouleverser une vie. Quoi de plus insupportable et de plus banal que de se croire trompé, remplacé, oublié, nié. En plus, c'est un sentiment inavouable. Sans doute parce qu'il cache des frustrations inavouées également. Alors, la jalousie est-elle une porte ouverte sur l'inconscient, Doc? Alors oui, effectivement, c'est une porte ouverte vers l'inconscient puisque ça nous renvoie un peu à nos pertes, à nos peurs aussi de perdre quelque chose, à l'abandon, à des séparations, à toutes ces choses qu'on voit souvent dans les premiers âges de la vie, mais aussi au cours de ces expériences. Donc c'est une construction et on a tout cet inconscient qui revient, notamment dans la relation amoureuse, où on revit, on réactive des choses d'un point de vue, je dirais presque de transposition transférentielle à certains moments. Donc effectivement, il y a un lien avec l'inconscient. On va en parler justement plus distinctement tout à l'heure. Alors, il faut cependant distinguer clairement la jalousie ordinaire de la jalousie pathologique. Alors, comment distinguer les deux, Doc? Alors, déjà, il y a plusieurs types de jalousie. Dans la jalousie ordinaire, on va dire qu'elle est minimale, elle peut être présente dans un couple et elle peut parfois même, je dirais, mettre un peu de piment dans la vie amoureuse. Elle permet en gros de témoigner d'un certain intérêt, de son amour pour l'autre. Quand il n'y a pas du tout de jalousie, ce qui est rare quand même, faut parfois se poser des questions quand même, mais on va dire qu'elle fait partie de la vie du couple et de ce partage d'intimité qu'on n'a pas envie de partager avec d'autres. Donc quand elle devient pathologique, eh bien c'est lorsqu'il y a une souffrance et elle est telle qu'en gros qu'il y a des grosses conséquences, alors psychologiques sur la personne, mais aussi avec, on va dire, le couple. C'est que cette peur, elle devient tellement importante qu'elle va envahir en gros tout l'espace de l'intimité, tout l'espace psychique, et il va y avoir un contrôle permanent de l'autre. Ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait typique, jusqu'à des formes de jalousie passionnelle, qui sont d'ailleurs caractérisées dans les troubles paranoïaques. C'est une forme de jalousie passionnelle qui peut dériver vers jusqu'à un délire passionnel de jalousie, où il y a une conviction irrationnelle, en gros, que la personne a une infidélité. Alors, irrationnelle parce qu'il n'y a aucun élément qui va dans ce sens-là. D'ailleurs, on l'a appelé en gros le syndrome d'Othello pour la figure littéraire. Lorsqu'on parle d'envie, on a tendance à vouloir mélanger l'envie et la jalousie. Mais en quoi la jalousie diffère-t-elle de l'envie finalement? Alors, ce qui va être très différent, c'est que dans la jalousie, on a peur de perdre l'être aimé, perdre l'autre qu'on chérit, qu'on aime, qu'on adore. Donc il y a cette angoisse autour de la perte. Alors que dans l'envie, c'est pas la peur de perdre quelque chose, c'est envier quelque chose que l'autre a et qu'on n'aurait pas. Donc là, il y a vraiment un processus qui se fait, qui est cette envie de posséder une qualité que l'autre a et qu'on pense ne pas avoir. Donc c'est pas la même chose, mais souvent on peut s'apercevoir que les personnes jalouses sont aussi parfois des personnes envieuses. Il y a des personnes qui sont que envieuses et qui veulent, on va dire, s'accaparer les qualités de telle ou telle personne, ou ça peut être une envie, par exemple, par rapport à la personnalité, à des traits caractéristiques, ou même à l'aspect physique. Mais c'est différent quand même de la jalousie, c'est tout à fait différent d'ailleurs, puisque dans la jalousie, il y a la peur de perdre quelque chose, ou quelqu'un en particulier, son objet d'amour. Alors, pourrait-on dire finalement qu'en fait la jalousie maladive, j'entends bien, est une pathologie? Alors oui, c'est une pathologie, la jalousie maladive. D'ailleurs, ça fait partie d'un syndrome. Alors, on évoquait le syndrome d'Othello, où il y a des suspicions peut-être pratiquement omniprésentes, des vérifications systématiques, un interrogatoire quasi quotidien de la personne sur les moindres faits et gestes de la personne. Et puis, ça génère un isolement et une déconnexion, puisque le jaloux est complètement obsédé par cette thématique-là. Il ne parle que de ça.
c'est vraiment son sujet autour de la tromperie, et puis un retentissement sur lui-même et sur le couple, et qui s'isole de plus en plus dans cette défiance par rapport, je dirais, à sa partenaire. Alors, je retiens une chose dans ce que tu nous expliquais, c'est que ne pas avoir de jalousie du tout dans son couple peut être interrogatif, mais en avoir trop, ça reste problématique également. Donc, la jalousie est un schéma totalement normal lorsqu'on partage sa vie avec quelqu'un? Alors, oui, on peut dire tant qu'elle reste minime, c'est-à-dire le fait de se poser la question à certains moments de est-ce que l'autre nous aime toujours autant, est-ce que on fait toujours briller ses yeux et on donne toujours ce désir finalement avec l'autre, ça c'est relativement normal, ou cette peur de perdre quelque chose de cet amour, c'est quelque chose d'un sentiment assez je dirais assez classique chez la plupart des couples, à condition qu'elle reste pondérée. À partir du moment où elle prend de l'ampleur et elle prend tout l'espace des discussions, et puis on a des syndromes caractéristiques, le syndrome caractéristique, des symptômes où la personne va constamment interroger l'autre, va comparer, va chercher à vérifier constamment, va aussi prêcher le faux pour savoir le vrai, enfin, va tenter tout un tas de manipulations et s'obséder, voire même faire des crises de jalousie de façon extrême, sans raison, parce que c'est le problème, c'est que c'est sans raison. En général, c'est souvent irrationnel. Et bien là, on est vraiment dans le cadre de la pathologie, ça c'est clair. Comment devient-on jaloux dans une relation ? On peut voir différents types de jalousie finalement dans un couple, alors sans qu'elle soit forcément pathologique en tant que telle. Il peut y avoir une jalousie qu'on peut appeler rétrospective, c'est-à-dire que certaines personnes vont se dire ah oui mais avec un tel c'était peut-être mieux qu'avec moi, est-ce que ceci, est-ce que cela. Bon, tant que ça reste circonscrit à cette thématique sans que ça prenne trop d'ampleur, ça peut, pourquoi pas, témoigner d'un problème d'estime de soi, d'une difficulté de confiance dans la relation ou autre. On peut avoir aussi des jalousies qui, là, vont prendre plus d'ampleur et clairement, là, devenir plus pathologiques. À quel moment la ligne est franchie, finalement, et on peut dire qu'on est tombé dans la jalousie pathologique ? Alors, c'est à partir du moment où l'autre a une conviction qu'on appelle inébranlable. C'est-à-dire que c'est tout à fait irrationnel. C'est inébranlable parce qu'on a beau se justifier, la personne, elle est toujours jalouse. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des interrogatoires presque interminables. Et pourquoi tu as été dans tel endroit? Qu'est-ce que tu as fait? Avec qui tu étais? Prends une photo de cet endroit, etc. Et on s'aperçoit que plus on justifie finalement, et plus la personne construit et continue à construire son délire irrationnel de jalousie pathologique. Donc ça, c'est tout à fait typique. Et il y a plusieurs phases on va dire, dans le syndrome. Il y a le début de la suspicion, il y a ensuite la vérification qui va commencer, on va vérifier l'emploi du temps, les affaires, même certains les relevés bancaires, le téléphone, Internet, enfin tout y passe, puis l'interrogatoire quotidien. Ensuite, on a cette phase d'isolement, en général, du couple souvent et de la personne. Et puis ensuite, on va avoir cette tendance, on va dire, à complètement confiner l'autre à ses questions, ses réponses aussi, et l'empêcher finalement de vivre. Ça devient vite insupportable. Et on s'aperçoit qu'il y a des phases quand même critiques dans la récurrence des phases de crise de jalousie. Il y a ce qu'on appelle des phases de crise de jalousie itérative, c'est-à-dire que ça s'associe à son syndrome de doute, de suspicion, d'obsession envahissant, de vérification, de contrôle, de confrontation permanente avec l'autre, et puis de thématique de trahison. C'est vraiment, je dirais, le lien aussi. Il y a toujours cette thématique de trahison. C'est considéré d'ailleurs comme un quasi-délire passionnel. Et on peut avoir des crises violentes pour certains.
Puis après, on va avoir une phase d'accalmie, souvent, de réconciliation partielle, et puis une reprise du cycle de jalousie à la moindre frustration, au moindre questionnement. Mais c'est un cycle sans fin, en gros, jusqu'à ce que les personnes se traitent quand elles peuvent et quand elles souhaitent se traiter. Y a-t-il un déclencheur pour la jalousie? Alors, les déclencheurs, ils peuvent être très, je dirais, très simples et souvent anodins. Ça peut être, par exemple, moi j'ai eu le cas de patients, de couples qui étaient en thérapie pour des problématiques de cet ordre-là, et il y avait une personne qui était jalouse maladive. Eh bien, c'est une photo qui a été prise avec quelqu'un de son travail, et cette personne a interprété le fait qu'elle souriait comme le fait qu'elle souriait à cette personne, qu'elle voudrait être séduite, et à partir de là, son délire s'est déclenché. Pour d'autres, ça peut être simplement un coup de téléphone. Un coup de téléphone d'une personne avec qui il y a des liens amicaux, et brusquement, parce qu'il y a un contexte particulier, ça déclenche le délire. Pour d'autres, c'est ce soir-là, eh bien, il s'est rien passé entre nous, c'est peut-être que tu as d'autres aventures ou d'autres idées avant ou d'autres personnes en tête. Enfin, sont souvent des signes anodins et à partir de là se déclenche en général le délire. Sachant qu'il y a à la fois des formes de jalousie pathologique qui peuvent être névrotiques, qui peuvent s'appuyer sur des éléments de réalité, mais qui sont complètement amplifiés. Et puis, il y a des formes de délire de jalousie pathologique qui seraient plutôt psychotiques. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'irrationnel, dans la construction d'un délire, clairement. Comment vivre maintenant avec une personne jalouse? Parce que c'est compliqué de pouvoir avoir une relation pérenne, sereine, lorsqu'on est face à quelqu'un de jaloux. Alors, c'est très compliqué et ça va dépendre du degré de jalousie. C'est-à-dire que, on va dire, plus il est sévère, plus ça deviendra invivable, cette vie avec quelqu'un qui est jalouse, puisqu'on finira par ne plus pouvoir rien faire. C'est-à-dire que là, il y a une atteinte à la liberté de la personne. Donc là, ça va devenir compliqué. Si c'est une jalousie modérée, souvent sont des personnes qui sont accessibles, on va dire, à un travail thérapeutique et qui peut être pondéré ou je dirais, dans la motivation aussi de la personne de prendre conscience qu'il y a quand même cette problématique-là. Et puis quand c'est léger, c'est quelque chose qui peut tout à fait se travailler sans grande difficulté. Donc effectivement, il y a différents degrés. La jalousie maladive se soigne-t-elle finalement? Est-ce que on peut donner un peu d'espoir à toutes ces personnes qui nous regardent? Bien sûr, elle va pouvoir se traiter à condition que la personne prenne conscience qu'il y a une difficulté et que ce n'est pas uniquement l'autre qui, je dirais, peut avoir un problème ou peut susciter cette jalousie. C'est-à-dire que à partir du moment où la personne prend conscience que c'est dans son fonctionnement interne qu'il y a, on va dire, certains symptômes qui sont en lien avec ces difficultés. Là, elle va pouvoir se traiter, pouvoir élaborer, pouvoir comprendre aussi que c'est en lien avec d'autres problématiques. Des problématiques il y a certaines personnes, moi, que j'ai rencontrées, qui avaient vécu des abandons, des séparations très douloureuses, des vraies trahisons, et qui l'avaient répété après. D'autres qui avaient, on va dire, des problématiques sur leur identité. Par exemple, sur leurs origines. On leur avait menti sur leurs origines. Donc, comment pouvoir avoir confiance, on va dire, après dans le partenaire amoureux aussi, quand déjà soi-même, on n'est pas sûr de son identité. Donc, ça va dépendre vraiment de la variable de la personne, de sa motivation, et puis de vouloir faire un travail thérapeutique, parce que c'est aussi quand même un travail qui est, je dirais, qui est relativement conséquent, qui demande pour la personne on va dire une régularité et puis une avancée, une remise en cause aussi de ces fausses croyances. Alors tout à l'heure, on parlait de comment vivre avec une personne jalouse. Maintenant, à l'inverse, comment vivre avec sa propre jalousie? Par rapport à ça, effectivement, quand soi-même on est jaloux, déjà, c'est de prendre le principe simple de ne pas trop interpréter. C'est-à-dire que quelque part, s'en tenir aux faits et ne pas
faire flamber son imaginaire. Mais bon, ça reste une intention, parce que justement, c'est leur problème à certains, c'est que leur imaginaire flambe et commence à délirer parfois. Donc, c'est d'en rester au fait. C'est aussi de se dire que s'il y a ce lien entre ces deux personnes, c'est bien qu'il y a quelque chose, un attachement qui est fort, et de ne pas remettre en cause ce lien, mais plutôt de chercher à comprendre ce que on va reprocher à l'autre à travers sa jalousie. Parce qu'on peut reprocher aussi parfois son propre désir. On voit chez certains jaloux aussi l'envie et un désir d'aller voir ailleurs qu'ils vont projeter sur d'autres. Donc ça peut aussi arriver. Et puis d'apprendre aussi à combler, à pouvoir travailler un peu leurs failles. Souvent il y a des failles identitaires ou narcissiques qui sont quand même assez importantes chez ces personnes. Parlons des femmes et des hommes. Les femmes sont-elles plus jalouses que les hommes ? Eh bien, elles sont jalouses, elles sont tout autant jalouses. Il n'y a pas vraiment une grande distinction là-dedans, mais ça va pas prendre les mêmes formes. Ça va être une jalousie qui va souvent être plus pondérée, qui va être plus indirecte, qui va pas forcément s'expliciter tout de suite. Alors que pour les hommes, il y a vraiment une jalousie presque sexuelle, l'idée qu'elle aurait été avec un autre. Il y a tout de suite cette notion souvent de trahison autour de la sexualité. Pour les femmes, c'est plutôt une trahison autour de la complicité, même si elles peuvent imaginer qu'il y a une sexualité derrière tout ça. Donc ça ne va pas prendre les mêmes formes en règle générale, mais je dirais que les femmes sont tout autant jalouses que les hommes. Depuis le début de l'émission, on parle de la jalousie ordinaire, la jalousie maladive. Tu précisais également que ne pas avoir de jalousie, ça pouvait être suspect. Peut-on ne pas être jaloux du tout dans une relation ? Alors, il y a des personnes qui ne sont pas du tout jalouses. C'est vrai qu'on voit des personnes qui n'ont absolument pas cette problématique, mais elles restent quand même assez rares. Ce sont des personnes qui sont plutôt posées, plutôt calmes et équilibrées par rapport à ces questions-là, qui ont assez confiance en elles pour, je dirais, une partie, et puis pour d'autres qui, je dirais, qui aimeraient ne pas être jaloux. Parce qu'il y a l'idée qu'il ne faut pas être jaloux quelque part, et donc c'est plutôt, on va dire, incantatoire. Elle voudrait ne pas l'être. Mais il y a des personnes, effectivement, alors ça correspond aussi souvent à une forme d'idéologie, quelque part aussi, et des croyances, de se dire, bon, il n'y a pas besoin d'avoir cette jalousie, si l'autre m'aime et que je l'aime, il n'y a pas de souci. Alors, c'est le propos le plus rassurant, mais c'est vrai que c'est souvent une rationalisation. La plupart du temps, les problématiques amoureuses sont quand même souvent irrationnelles. Ça nous dépasse, et c'est les émotions, et on peut difficilement contrôler toujours toutes ces émotions très fortes qu'on vit. On arrive sur la fin de l'émission, Doxeb. Dernière question, pourquoi est-il si difficile de renoncer à la jalousie finalement ? Parce que ça touche quelque chose de l'intime, de soi et de l'autre, et c'est une relation symbiotique qu'on veut construire avec l'autre, et se dire que l'autre peut être complètement extérieur et avoir sa propre vie, ça devient vite difficilement inconciliable pour la plupart des personnes, effectivement, puisque cette intimité qu'on partage, eh bien, on a envie de la garder, et ce sentiment de fusion, on a envie aussi de le vivre. Le seul problème, c'est quand ça devient vraiment pathologique. Là, ça devient impossible de vivre avec une personne qui est comme ça. Voilà, c'est la fin de l'émission. Alors, après toutes ces explications, jaloux ou pas jaloux? À vous de voir. Merci, Doxeb. On se retrouve très rapidement dans une prochaine émission. Merci, Christy. Et puis, j'espère que ça va éclairer un peu tous nos téléspectateurs, tout ça. Merci. Merci.